Welcome to the world of the media. They deserve to be heard. That's who we are. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Frédéric Gagnon. Je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Je suis directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire et je suis professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal également, où j'enseigne les cours sur la vie politique aux États-Unis. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e table ronde en ligne de notre série d'activités sur les élections américaines de 2020. C'est une table ronde qui s'intitule « Guide des élections américaines ». Pourquoi? Parce qu'on lance aujourd'hui justement notre guide des élections américaines 2020. C'est un guide qu'on publie chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis. On avait publié un guide semblable aussi durant les primaires du début de l'année 2020, primaires démocrates et républicaines. Et ce guide-là sera disponible sur notre site Internet un peu plus tard aujourd'hui. Vous pourrez aussi l'avoir en exclusivité si vous vous abonnez à la lettre d'info de la chaire Raoul Dandurand. Vous pouvez vous abonner à cette lettre d'info sur notre site Internet au www.dandurand.uqam.ca. C'est un guide donc d'une 50aine de pages rédigé par 14 chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. C'est un guide qui répond à de nombreuses questions essentielles pour comprendre cette élection qui ne laisse personne indifférent. Peut-on se fier au sondage? Est-ce que Trump peut causer la surprise encore une fois en 2020 après ce qu'il a fait en 2016? Quels sont les enjeux de cette élection? Quels sont les électorats à surveiller? Les États qui pourraient faire la différence? Quels sont les programmes des candidats aussi? Comment fonctionne le collège électoral? Quel parti risque de remporter les autres élections du 3 novembre et en particulier les élections au Congrès? Et le but de la table ronde d'aujourd'hui est de vous proposer un aperçu de ce guide et j'ai la chance de recevoir 8 des 14 auteurs et autrices du guide. Ils et elles sont tous chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Je vous les présente sans plus tarder. Andréane Bissonnette, Julie-Pierre Nadeau, Alexis Rapin, Véronique Pronovo, Daphné Saint-Louis-Ventura, Frédéric Verreau, David Dubé et Victor Bardou-Bourgeois. Bonjour, chers amis, merci d'être là. Donc, on va parler un petit peu de ce guide et voici ce qu'on va faire. On va y aller d'un tour de table. Je vais vous poser une question chacune et vous aurez 4 ou 5 minutes pour répondre à la question. Et après ce premier tour de table, on permettra aux gens qui participent à l'événement, qui assistent à l'événement, de poser des questions. Et donc, je vous le dis tout de suite, préparez vos questions. Et pour poser vos questions, je vous demande d'utiliser l'outil Converser. En fait, si vous voyez dans votre espace Zoom, juste au bas de l'écran, vous verrez qu'il y a un espace où on peut converser. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans cet espace-là et je vais poser les questions par la suite à nos conférenciers et conférencières. Mais bon, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence par ce premier tour de table. Je commencerai par Alexis Rapin. Alexis Rapin a écrit un texte sur le bilan du président Trump, les 4 premières années du président. 4 années qui ont été pour le moins mouvementées, mais c'est un texte intéressant parce qu'il met quand même l'accent sur certaines réalisations du président Trump. Il y en a eu des réalisations, il y en a eu des réalisations et j'ai envie de demander à Alexis quel est ce bilan, quel examen fait-il de ce premier bilan et comment ce bilan de Trump peut-il affecter le vote le 3 novembre? Alexis? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je dirais qu'il y a peut-être 2 perspectives possibles vis-à-vis du premier mandat, du bilan du premier mandat de Donald Trump. 2 perspectives distinctes, mais pas nécessairement contradictoires. La première perspective, ce serait que Trump a, comme il le dit dans ses publicités de campagne, en fait, tenu beaucoup de ses promesses de 2016. Peut-être pas toutes, mais beaucoup quand même. Il a effectivement sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et de l'accord de Paris sur le climat. Il a à peu près sorti les États-Unis d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan. Il est parvenu à renégocier l'ALENA. Il a éliminé des centaines de régulations économiques et environnementales de l'ère Obama, etc. Donc, c'est quand même une to-do list qui est pas mal accomplie à date, si on peut dire. Une promesse majeure qu'il n'a pas tenue, ça serait peut-être le fameux mur à la frontière américano-mexicaine, dont il a fait construire à date qu'une trentaine de kilomètres et dont le Mexique a au final pas payé la facture. Mais bon, en 2016 déjà, on pouvait un peu se douter que ça n'arriverait pas exactement comme Donald Trump l'a annoncé.
Mais donc, dans l'ensemble, on peut quand même dire que Donald Trump a mené à bien pas mal des idées phares qu'il avait annoncées en 2016 et que son électorat attendait impatiemment. Donc ça, ce serait la première perspective possible. La deuxième perspective possible vis-à-vis du bilan de Trump, ce serait dire qu'il était très efficace pour défaire une partie de l'héritage de l'ère Obama, mais pas mal moins efficace pour ce qu'il s'agit de faire des choses de sa propre main. Au final, si on se concentre sur les politiques publiques, il y a assez peu de grands projets qui ont été menés à bien par son administration, en fait. Le American Healthcare Act, donc la réforme de l'assurance santé qui devait remplacer l'Obamacare, a été rejetée au Sénat en 2017. La grande réforme fiscale de 2017, elle, a été adoptée, mais c'est surtout l'establishment républicain du Congrès qui l'a façonné. Trump s'est pas beaucoup impliqué dans le processus. Et un autre des grands projets que Trump avait annoncé en 2016, donc le vaste plan de restauration des infrastructures américaines, 4 ans plus tard, on n'en a au final jamais vu la couleur. Donc, on voit que, à l'exception peut-être de la renégociation fructueuse de l'ALENA, il y a assez peu de grands accomplissements tangibles qui restent pour le moment comme un peu des signatures du premier mandat de Donald Trump. Donc, au final, si je reviens à ta question de départ, en quoi ça peut peut-être aussi influencer le vote du 3 novembre, j'ai envie de dire assez peu. On sait que les électeurs américains accordent très peu d'attention des candidats, très peu d'attention aux projets de politique publique en tant que tel, et je crois que c'est encore plus évident dans la campagne de cette année. Une exception possible peut-être, ce serait le très grand nombre de juges que Donald Trump a nommés durant son premier mandat. Il y a près de 220 juges fédéraux qui ont été confirmés juste durant son premier mandat. C'est du jamais vu depuis Jimmy Carter et c'est quelque chose dont la base conservatrice est très satisfaite, particulièrement vis-à-vis des 2 et possiblement 3 juges que Trump aura installés à la Cour suprême. Mais au final, par rapport à 2016, Trump a conservé des appuis remarquablement stables. On voit qu'il a perdu un peu de soutien auprès de certains groupes spécifiques, l'électorat des banlieues, les personnes âgées notamment, mais je pense que c'est surtout lié à son image et son attitude, plus qu'à son bilan politique global, dont au final on a assez peu parlé, dont on parle toujours assez peu dans le débat public américain. Son bilan sur la COVID-19 aussi retient beaucoup l'attention, mais je sais que tu en parles peu pour l'instant parce que Daphné va nous parler des grands enjeux de cette élection tout à l'heure. Juste avant de passer à Julie-Pierre Nadeau, je me suis trompé tout à l'heure, il faut utiliser l'outil Q et R dans le fond, questions et réponses que vous voyez au bas de l'écran pour poser vos questions tout à l'heure et non pas converser. Je pense que vous ne voyez pas converser. Julie-Pierre Nadeau, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les plateformes électorales des 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden. Tu nous le dis bien dans le guide et je pense que les gens l'ont vu en prenant connaissance des plateformes électorales, même si Alexis nous dit qu'il y a bien des électeurs qui ne regardent pas vraiment les plateformes électorales. Mais bon, si on les regarde, elles sont très différentes, ces plateformes électorales. Biden et Trump nous proposent des visions, des messages qui sont aux antipodes. Peux-tu nous rappeler un petit peu quelles sont les stratégies de chaque candidat pour rejoindre l'électorat américain? Et est-ce que ça marche pour le moment? Et peut-être pour faire suite à ce que Alexis a avancé, je vais commencer par la plateforme de Donald Trump. C'est particulier la plateforme de Donald Trump cette année parce que, premièrement, si on va sur son site, il n'y a pas vraiment d'onglet de plateforme. Tout simplement, on voit qu'il y a un onglet pour voir justement ses accomplissements des 4 dernières années, mais il n'y a rien qui offre une plateforme. Le Parti républicain n'a pas adopté de nouvelles plateformes cette année et ça se reflète en fait dans ce qui est proposé à travers les différents messages et j'ai quand même réussi à trouver une liste d'objectifs pour le 2e mandat, s'il y en a un, de Donald Trump. Donc, ce qu'on constate à la lecture de ça, en fait, c'est que on dirait que Donald Trump roule sur sa plateforme qu'il avait prévue en février. Et je m'explique, c'est que son message n'a pas beaucoup changé depuis le début de la pandémie. En fait, il roule surtout sur ses succès, notamment au niveau économique, parce qu'en février, on se rappellera que le taux de chômage était au plus bas depuis des dizaines d'années. Donc, il vante ses succès économiques. Sa plateforme met l'accent sur ça et promet aux Américains de pouvoir répéter l'expérience, donc d'être la meilleure personne pour pouvoir sortir de la crise actuelle au regard de ses succès passés.
Il y a aussi le retour de plusieurs thèmes qu'on avait vus en 2016. Alexis évoquait plusieurs promesses qui ont été remplies, mais il en reste encore des très importantes qui n'ont pas été remplies. On parle notamment du discours de l'America First qui reste toujours, les promesses en santé qui n'ont pas été remplies et qu'on ramène à l'avant-plan, donc offrir un meilleur plan d'accès aux soins de santé aux Américains, et ce fameux discours de protéger les emplois américains, d'une part des attaques de la Chine, d'autre part des immigrants non documentés qui viendraient voler les emplois aux bons Américains. Donc, ce discours-là, qui avait été très populaire en 2016, persiste toujours. Il y a de nouveaux enjeux, par contre, qui apparaissent cette année, et j'imagine que Daphné en parlera davantage, mais on parle de protéger notamment les forces de l'ordre et de mettre fin à l'épidémie de COVID-19 dès 2021, parce qu'on promet un retour à la normale très rapide du côté du camp Trump. Donc, une plateforme, somme toute, sans surprise et qui a un ton, je dois dire, très, très, très patriotique. Et ça, c'est lié au message du camp Trump, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Du côté de Biden, avant tout, on voit cette élection comme un référendum sur la présidence Trump, mais au-delà de ça, il y a une plateforme très, très, très élaborée et détaillée du côté démocrate, une plateforme qui est ambitieuse, mais qui suit, somme toute, deux grands axes de valeurs ou de vision. La première, c'est de réduire les inégalités. La deuxième, c'est le plan de relance, évidemment, pour répondre à la crise actuelle. Donc, du côté des inégalités, on parle notamment des réformes fiscales, de la hausse du salaire minimum, d'une réforme du système de justice et de plus grand accès aux soins de santé. Donc, Joe Biden propose, lui, une option publique. Donc, bâtir sur l'Obamacare pour avoir davantage d'accès aux soins de santé. Du côté de la relance, en fait, on parle de création d'emplois, mais que ça passe par la lutte au changement climatique. Donc, on veut profiter de la crise actuelle pour réorienter l'économie américaine et proposer des investissements massifs en infrastructure et dans toutes les mesures qui serviraient à l'adaptation et à la prévention des changements climatiques. Donc, adapter les milieux de vie pour mieux faire face aux intempéries, par exemple, et aussi investir dans les énergies renouvelables pour adapter et changer, en fait, le mode de vie des Américains. Donc, tout ça est très opposé, en fait, à ce que propose Donald Trump, et on le voit aussi dans le message. Et là, je ne pensais jamais faire ça, mais je vais utiliser les propos de Donald Trump Jr., qui, pendant la convention républicaine, a dit que l'autre parti, donc les démocrates, attaque les principes sur lesquels le pays, les États-Unis, ont été fondés. Et pourquoi j'utilise cette citation-là? C'est parce que c'est intéressant cette année, parce que les deux partis semblent vouloir protéger les valeurs ou l'essence même des États-Unis. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que c'était à la base les valeurs américaines. Parce que si les deux disent vouloir les défendre, mais forcément, il y a quelqu'un qui ne défend pas la bonne chose. Et en fait, ce que ça montre, c'est que c'est une différente vision de ce que devrait être la promesse du rêve américain. Du côté de Donald Trump, on dit qu'on l'a déjà atteint, que les États-Unis sont déjà un pays d'opportunités, qu'ils sont déjà grandioses et qu'on peut simplement faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux, évidemment, mais que de remettre en question cette grandeur-là, ben, c'est de renier ce que sont les États-Unis. Donc, on sent que c'est un message qui est ciblé, qui ne vise pas l'ensemble des Américains, et on ne s'en cache pas vraiment du côté de l'équipe Trump. On ne cible pas tous les Américains, on cible spécifiquement une base qui est très fidèle, comme Alexis l'a évoqué, et on vise à répéter en fait la stratégie qui a mené à la victoire de 2016. Donc, non pas essayer de créer un raz-de-marée, mais chercher à revigorer cette base qui est interpellée par un certain message très spécifique. Donc, de l'autre côté, Joe Biden, lui, dit que le climat de tension, de peur qu'on voit actuellement aux États-Unis, mais c'est le résultat d'un discours qui est très chaotique. C'est une période sombre, en fait, que Donald Trump a créée aux États-Unis. Il lui dit vouloir restaurer, lui dit « to restore the soul of America », donc de restaurer l'âme des États-Unis, et donc un retour à la normale. C'est un message, en fait, qui s'adresse à tous ces gens qui, pour une raison ou une autre, considèrent que le discours de Donald Trump est
très toxique pour le climat aux États-Unis, qu'il est toxique pour la société américaine et qu'il n'est pas un bon leader, que ce soit pour les décisions qu'il a prises dans les 3 premières années et demie ou dans la gestion de la pandémie. Donc, il tente de rejoindre une coalition beaucoup plus large, oui, des électeurs démocrates habituels, mais aussi d'aller chercher certains électeurs républicains qui sont tout simplement insatisfaits de là où Donald Trump est en train de mener les États-Unis. Et chose très différente, mais qu'il faut préciser chez les démocrates comparé à 2016, on tente de garder les progressistes dans le camp des démocrates. Donc, un message qui est alimenté notamment par Bernie Sanders, qui est de dire si on veut espérer à un progrès réel, si on veut adopter des politiques de gauche éventuellement, mais la première étape, c'est de déloger Donald Trump parce que d'ici là, il n'y a rien qui est possible. Donc, c'est peut-être l'autre message des démocrates cette année. Donc, au final, avec tout ça, ce qu'on voit, c'est que les électeurs sont confrontés à la question classique qu'on voit quand un président tente d'être réélu, c'est de savoir est-ce que les électeurs considèrent que les États-Unis sont réellement en ce moment dans la bonne direction ou non? Est-ce qu'on veut continuer avec le programme de Donald Trump ou est-ce qu'on veut corriger le tir et essayer la proposition de Joe Biden? Merci beaucoup, Julie-Pierre. De belles promesses de la part des deux candidats. Et il y a un texte dans le guide qui porte également sur les autres élections du 3 novembre. Malheureusement, les deux chercheurs qui ont contribué au guide sur ces questions ne sont pas là aujourd'hui. Mais les autres élections, on parle notamment des élections au Congrès des États-Unis et toutes les promesses auxquelles tu fais référence sur le plan environnemental, l'augmentation des impôts des plus riches et tout ça, Biden pourra les réaliser à condition d'avoir les majorités nécessaires au Congrès pour adopter ces mesures-là. Donc, si les autres élections, notamment les élections au Congrès, vous intéressent, ben, sachez qu'il y a un texte là-dessus aussi dans le guide. Mais tu nous as parlé, Julie-Pierre, des électrices et des électeurs, hein, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent des candidats. Daphné a justement écrit dans le guide sur les enjeux de ces élections-là pour les électeurs et les électrices. Quels sont-ils, Daphné? Oui, donc dans ce texte-ci que j'ai par ailleurs coécrit avec ma collègue Mathilde Bourgeon, qui ne pouvait pas être là, on a décidé d'aborder ce qu'on considérait les 3 principaux enjeux de cette élection-ci et de faire ressortir chaque question saillante de ces enjeux-là. Le premier enjeu qui s'impose inévitablement, c'est la pandémie, qui est venue redéfinir les priorités politiques et électorales, redéfinir même la façon dont on mène les campagnes cette année. Plus précisément, la première question, je pense, qui se pose beaucoup, c'est sur la question de la gestion de la pandémie par le président Trump. C'est au cœur de toutes les discussions, on l'a vu notamment dans le débat présidentiel et le débat vice-présidentiel. C'est sûr qu'avec plus de 7 millions d'Américains infectés à la COVID-19 et plus de 200 000 morts, le bilan américain est peu reluisant, si c'est peu dire. Pour l'instant, on constate, selon les sondages, qu'il y a à peu près la moitié, un peu plus de la moitié en fait des Américains qui sont en désaccord avec la gestion ou qui critiquent cette gestion-là du président. Là, on l'a accusé d'être chaotique. On a aussi décrié le fait que le président ait délibérément minimisé la gravité de cette crise-là. Donc, ça incite les électeurs américains cette année à se questionner aussi sur quel type de leader ou de leadership ils souhaitent voir à la Maison-Blanche pour gérer une telle crise sanitaire. On a quand même deux candidats qui proposent des solutions ou des plans assez différents. Donc, Trump qui est peut-être dans une approche plus décentralisée, pas une intervention forte de la part du gouvernement fédéral. On veut un retour à la vie normale le plus rapidement possible, préserver l'ouverture de l'économie. On a du côté de Joe Biden un candidat qui dit qu'il serait peut-être plus... une réponse plus concertée ou plus forte de la part du gouvernement fédéral. Donc, c'est 2 visions, une fois de plus, qui s'affrontent sur cet enjeu-là. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la majorité des Américains en âge de voter, donc, préfèrent Joe Biden à Trump quand on leur demande qui vous voulez qui gère cette crise. Par contre, si on décortique là, selon l'électorat, les lignes partisanes sont quand même très présentes. Les républicains appuient encore largement le président Trump. Les démocrates préfèrent Joe Biden. Ce qui est intéressant, c'est que chez les électeurs indépendants, l'appui à Trump n'est pas si élevé que ça non plus. On parle d'autour de 30 %. Donc, c'est peut-être ça l'indicateur le plus intéressant à ce niveau-là. Là, par contre, où les démocrates et les républicains semblent s'entendre,
pour une rare fois. C'est peut-être pour dire que la COVID représente une menace pour l'économie américaine. C'est toujours un enjeu saillant, mais c'est d'autant plus cette année dans le contenu que les États-Unis, l'économie américaine est en récession. Le taux de chômage, comme on le mentionnait plus tôt, est particulièrement élevé. C'était 8 % en date de septembre, mais il y a eu monté à un pic en avril à 14 % ce qui est considérable. Puis mentionner aussi qu'il y a des populations beaucoup plus affectées par ce chômage-là. On parle des femmes et des membres des communautés ethnoculturelles. Donc, la question des emplois et de la vitalité des entreprises américaines est quand même au cœur des préoccupations des électeurs. Mais il y a aussi toute la question des inégalités et de l'insécurité économique qui ne sont pas des enjeux nouveaux. C'est juste que la pandémie les a peut-être exacerbés puis mis de l'avant, mis au premier plan. Même chose pour des enjeux, des problématiques socio-économiques telles que la pauvreté, l'absence de filet social, l'accès aux soins de santé, la précarité des emplois. Ce sont tous des enjeux qui semblent occuper un peu plus les débats publics et l'esprit des Américains. Du moins, c'est ce qu'en témoignent les sondages. Et le troisième enjeu qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est toute la question des tensions raciales qui sont aussi intimement liées à la question des inégalités économiques que la pandémie a pu exacerber. Donc, ce contexte-là de réalisation des inégalités, conjugué à la mort de notamment Breonna Taylor et George Floyd au mois de mars, ont créé un terreau fertile pour toutes les manifestations qu'on a vues, auxquelles on a assisté au printemps, à l'été et encore aujourd'hui, sous l'égide du mouvement Black Lives Matter. Puis la vitalité, l'ampleur et la longévité de ces mouvements-là, en fait, ont fait en sorte que cette année, on accorde à ces enjeux-là beaucoup plus d'attention peut-être que lors d'élections précédentes. Donc, autant les campagnes, les électeurs, que dans les débats, c'est des questions qui reviennent à l'avant-plan souvent. Encore une fois, sans surprise, les réponses des deux candidats sont assez dichotomiques. Du côté du président Trump, on parle plus de la loi et l'ordre, on met l'accent sur toute la violence qui ont pu entourer ces manifestations-là. Du côté de Joe Biden, on veut plus insister sur justement l'enjeu sous-jacent qui est la brutalité policière et l'insécurité et la disparité économique que vivent ces communautés-là. Sur cet enjeu-là, les Américains, pour l'instant, semblent préférer Biden. En fait, jugent que Biden serait peut-être plus apte à gérer cette crise-là. Puis, en guise de conclusion, on regardait des graphiques sur les intentions de vote. Puis, ce qu'on constate, c'est que malgré ces trois grandes crises-là, c'est-à-dire sanitaires, économiques, puis liées aux tensions raciales, les intentions de vote ont pas beaucoup bougé. Donc, on en conclut presque, dans le fond, est-ce que c'est vraiment les enjeux qui sont décisifs ou c'est pas plutôt un référendum, comme on disait, sur la personnalité et la présidence de Donald Trump? Puis, il y a des données qui nous incitent à croire que cette thèse-là serait peut-être confirmée quand on sonde les partisans de Joe Biden à savoir pourquoi ils votent pour Joe Biden. La principale réponse, c'est parce qu'on veut s'opposer au président. Donc, c'est pas un vote nécessairement pour Biden, mais plus contre le président. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec ce texte-là. Puis juste mentionner qu'on propose aussi un petit encadré sur les enjeux climatiques qu'on trouvait quand même pertinent à intégrer dans le cadre de ce guide-là. Ça ne sera peut-être pas un enjeu décisif cette année, mais c'est un enjeu qui préoccupe et de plus en plus élection après élection et qui préoccupe aussi des franges de la population de l'électorat qu'on regarde peut-être un peu moins, c'est-à-dire les jeunes. Donc, on a un petit topo là, sur quoi surveiller sur les enjeux climatiques aussi dans ce guide-là. Merci, Daphné. Dans le guide, il y a un autre encadré aussi sur les fameux sondages. Est-ce qu'on peut se fier aux sondages après ce qu'on a vu en 2016? C'est un encadré qui rappelle quand même un certain nombre de choses. Les sondages à l'échelle nationale en 2016 étaient assez justes. Si on regarde le résultat final et qu'on compare à ce qu'estimaient les sondeurs le soir ou la veille de l'élection qui opposait M. Trump et Mme Clinton à l'époque. Et encore cette année, ce sont plutôt en 2016 des sondages dans certains États clés de l'élection qui nous ont induits en erreur, et notamment dans 3 États dont on va parler tantôt. Et je parle des États clés de l'élection parce que, évidemment, on utilise encore un système qui n'est pas toujours bien compris, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour élire le président des États-Unis. Et ce système-là, c'est le système du collège électoral. Donc, Frédéric Véro et moi avions la lourde tâche, la tâche pas toujours facile, qui consiste à expliquer ce que c'est le collège électoral. C'est important de garder ça à l'esprit et de bien connaître le fonctionnement de ce système. Je reviens au sondage. À l'échelle nationale, en ce moment, M. Biden a une avance un peu plus nette dans les intentions de vote au pays que dans certains États clés de l'élection. Et on se rappelle
que M. Trump avait gagné en 2016 au collège électoral sans obtenir plus de votes que Mme Clinton au pays. Même chose en 2000 quand W. Bush a gagné contre M. Gore. Il a gagné M. Bush au collège électoral, mais au pays, M. Gore avait obtenu plus de votes que W. Bush. Donc, Frédéric, peux-tu juste nous rappeler un petit peu comment fonctionne ce système du collège électoral? Et j'ai envie de te demander comment la pandémie, parce qu'on a parlé de la COVID-19, c'est un enjeu, mais comment ça affecte le vote cette année, la manière dont on vote notamment avec tout ce qu'on dit à propos du vote par la poste, le vote par correspondance. Bien, merci Frédéric. Et tout d'abord, quelques mots sur le collège électoral. C'est effectivement une institution qui est très mal connue et difficile à comprendre pour nous, Québécois et Canadiens, qui avons un mode de scrutin direct. Aux États-Unis, c'est un mode de scrutin qui est indirect, puisque les pères fondateurs souhaitaient instituer un rempart pour notamment contenir les humeurs populaires, la corruption ou encore l'élection d'un candidat démagogue. Donc, le jour de l'élection, qui est toujours le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre, la population américaine choisit les grands électeurs qui, eux, sont affiliés à l'un ou l'autre des candidats. Et chaque État possède un nombre de grands électeurs qui équivaut au nombre de sénateurs et de représentants de chaque État, pour un total de 538 grands électeurs qui forment le collège électoral. Et pour s'assurer d'une victoire, un candidat doit amasser une majorité simple de 270 grands électeurs, qui est un chiffre extrêmement important à garder en tête puisque 270 égale la victoire pour un candidat présidentiel. Et puis, l'attribution des grands électeurs se fait selon la règle du gagnant remporte tout, le fameux winner takes all, sauf dans le cas du Maine et du Nebraska. Par conséquent, lorsqu'un candidat va remporter le vote populaire dans un État, il va remporter tous les grands électeurs de cet État-là. Et cela explique pourquoi, dans certains grands États plus compétitifs, comme par exemple la Floride, la Pennsylvanie ou l'Ohio, eh bien, les candidats font beaucoup campagne et mettent beaucoup l'accent pour remporter ces États-là. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de la pandémie sur le processus électoral, eh bien, ils sont multiples. D'abord, on constate cette année que les démocrates tentent à tout prix d'accroître la participation électorale en se basant sur l'idée qu'un taux de participation électorale élevé favorise leur parti. Donc, on va privilégier des moyens virtuels pour inciter les Américains à voter et faciliter leur inscription sur les listes électorales ainsi que les demandes de bulletins de vote par correspondance. Et puis, on va même jusqu'à s'associer avec des célébrités ou des gens très connus pour partager de l'information sur le vote et tenter de rejoindre le plus grand nombre d'Américains possible et surtout des franges de l'électorat qui ont peut-être moins tendance à voter, comme les jeunes, par exemple. Du côté républicain, on se base sur l'idée inverse, c'est-à-dire qu'un taux de participation plus faible va favoriser le parti. Et on se base aussi sur l'idée que le vote par correspondance risque fortement de provenir de grandes villes à tendance démocrate, où est-ce qu'on aurait des électeurs qui seraient moins friands à sortir voter directement en raison de la pandémie. Alors, on va constater certaines stratégies pour essayer de limiter l'accès au vote. Notamment, on va s'opposer aux changements qui visent à faciliter le vote par correspondance ou encore on va tenter d'invalider des lois qui facilitent l'accès aux urnes. Et le président va même jusqu'à adopter une rhétorique qu'on pourrait qualifier d'antidémocratique pour décourager les électeurs à voter en affirmant que le vote par la poste est un gage de fraude massive. Et à cet égard-là, la Brookings Institute a complètement déboulonné cette affirmation-là puisqu'ils se sont penchés sur le vote de 1982 à 2018 et n'ont trouvé que 0,0000000%, 0,7% de fraude en ce qui concerne le vote postal. C'est donc dire que c'est extrêmement minime. D'un autre côté, on avait aussi peur que les services postaux américains aient de la difficulté à répondre à la demande en ce qui concerne le vote par la poste. Par contre, on voit déjà une grande affluence d'Américains qui ont envoyé leur scrutin ou qui l'ont déposé dans des urnes par anticipation. Et donc, on croit que les services postaux américains devraient être en mesure de bien fonctionner en vue d'élections. Donc, ce qui m'amène à vous dire que le plus grand impact de la pandémie risque on risque de le voir au niveau du 3 novembre directement.
qui va rendre en fait la comptabilisation des votes beaucoup plus longue que prévu et on risque de ne pas connaître en fait le résultat de l'élection le soir du 3 novembre. Il pourrait donc s'en suivre potentiellement une semaine électorale, voire plus, et peut-être une saga judiciaire un peu à l'image de celle de 2000 entre Al Gore et George W. Bush en Floride, mais peut-être cette fois-ci à plus grande échelle. Donc, tout reste à voir pour ce qui est du 3 novembre. C'est le scénario redouté par les démocrates, évidemment, et bien des gens qui souhaiteraient que Trump perde l'élection, c'est-à-dire cette idée que le résultat ne soit pas clair le soir du 3 novembre, ce qui donnerait peut-être l'occasion à M. Trump de dire « je ne reconnais pas le résultat du vote ». Et ce que Frédéric dit est très important et je veux peut-être ajouter un élément d'information qui me semble crucial et ça va nous permettre de parler des fameux états clés de l'élection. La date à laquelle on cesse de compter des votes durant cette élection dépend d'un État à l'autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des États qui accepteront de recevoir des votes. Il faut envoyer le vote avant le 3 novembre, là, si on l'envoie par la poste. Il y a des États qui acceptent de comptabiliser les votes, même si ces votes sont reçus après la date du 3 novembre. Et il y a beaucoup d'États clés de l'élection où c'est le cas. La Caroline du Nord et la Pennsylvanie jusqu'au 6 novembre. Le Wisconsin jusqu'au 9 novembre. L'Ohio jusqu'au 13 novembre. Le Michigan jusqu'à 14 jours après l'élection. Donc, imaginez si les résultats sont serrés dans plusieurs de ces États clés. Il va falloir, comme le dit très bien Frédéric, peut-être une semaine, quelques semaines avant de connaître le résultat de l'élection. Il y a un État clé qui n'accepte pas de compter des votes après la date du 3 novembre, et c'est la Floride. Et c'est une des raisons pour lesquelles les deux partis accordent beaucoup d'importance à cet État-là. Symboliquement, si c'est possible de gagner la Floride le soir de l'élection, ça devient difficile pour notre adversaire de dire on va attendre les votes du Michigan et des autres États dont je viens de parler. Donc, en gros, si Biden gagne la Floride le 3 novembre, et qu'on le sait le 3 novembre, mais ce n'est pas sûr non plus parce que c'est toujours serré en Floride. Mais si on le sait le 3 novembre que Biden a gagné la Floride, là, ça devient un petit peu plus difficile pour Trump de dire on va attendre le reste des votes du Michigan et tout ça. Okay? D'autant que, comme Frédéric le disait, les votes par correspondance, pour l'instant, semble-t-il, seront davantage des votes acquis aux démocrates de grandes villes où on a peut-être un petit peu plus peur de voter en raison de la pandémie. Et dernière information importante, il y a déjà plus de 10 millions de personnes qui ont voté par anticipation. Ça aussi, c'est considérable. Ce sont des gens pour qui tout ce qui se passe d'ici le 3 novembre n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'importance. Le vote est déjà envoyé. Donc, on va continuer la discussion. Justement, j'ai commencé à parler un petit peu de ces états clés de l'élection. Il y a deux textes sur les états clés de l'élection. Un premier texte sur le Midwest et un deuxième texte sur les États du Sud. On va commencer par les États du Midwest. C'est David Dubé et Alexis Rapin qui ont écrit un texte là-dessus. Bon, plusieurs États, évidemment, sont à surveiller dans cette région. Le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, l'Iowa. Si on se fie au sondage, Biden semble en bonne position pour gagner dans plusieurs de ces États. J'aimerais, David, que tu nous rappelles pourquoi ces États sont si importants en vue du 3 novembre et quelles sont les stratégies des deux partis pour gagner dans ces États-là. Vraiment, merci Frédéric. Excellente question. Effectivement, le Midwest américain contient plusieurs États clés pour l'élection présidentielle de 2020. Comme tu l'as mentionné, on a le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvanie, mais aussi l'Iowa qui a commencé à être pas mal compétitif dans les dernières semaines. D'entrée de jeu, tu mentionnais justement le collège électoral dans ta question. Eh bien, faut le rappeler, ces États-là représentent 70 votes au collège électoral sur les 270 qui sont nécessaires pour gagner la présidence. Donc, ça démontre déjà rapidement l'intérêt pour les deux candidats, finalement, de faire campagne dans ces États-là puis de les gagner. Pour entrer davantage peut-être dans l'importance de ces États-là, qui semblent finalement toujours se retrouver au cœur des élections présidentielles et surtout, il faut le mentionner, là, pour les démocrates, il est important de mentionner que la plupart des États étaient historiquement acquis au Parti démocrate et qu'on les incluait notamment dans ce qu'on appelait le Blue Wall ou le mur bleu, ce qui a amené, par exemple, certaines personnes à prendre une part importante de l'électorat pour acquis. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton a fait peu campagne dans ces États-là, puis plusieurs lui avaient reproché, par exemple, de ne pas être allé au Wisconsin, État qui a d'ailleurs été gagné par Donald Trump.
Puis avec justement le succès de Trump, qui a gagné les 5 États dont on parlait tout à l'heure en 2016, ça laisse croire que le Midwest devient une région beaucoup plus compétitive et puis qu'aucun parti finalement peut le prendre pour acquis. Peut-être pour mieux comprendre les enjeux de 2020, on peut retourner brièvement sur l'élection de 2016 et se demander pourquoi finalement ou comment Trump a réussi à renverser la tendance puis surprendre plusieurs personnes. À bien des égards, le résultat de l'élection peut peut-être s'expliquer par une convergence entre les différents électorats vers un rejet de la mondialisation et du libre marché. Puis ici, je m'explique. L'électorat du Midwest est divisé entre la fameuse Rust Belt ou ceinture de rouille, dominée en fait par les grands centres autour des grandes villes de Chicago, Détroit, Milwaukee, Cleveland ou encore Pittsburgh, qui est vu finalement comme le poumon industriel du pays, mais aussi par la fameuse Corn Belt, qui est la ceinture de maïs, qui, elle, représente toutes les régions rurales dans ces mêmes États-là, puis qui est un centre important de la production agricole américaine. Puis dans ces deux sous-régions-là, finalement, ce qui est important, c'est que les deux populations ont été fortement touchées par les vagues de délocalisation des usines des années 80-90, mais aussi par la hausse de la compétitivité des marchés créée par les signatures de traités. Là, on parle environ d'une perte de 5 millions d'emplois depuis 2020. Donc, l'économie, c'est très, très, très important pour ces personnes-là. Puis ce petit retour sur l'électorat permet peut-être de comprendre un peu pourquoi le discours anti-libre-échange de Trump lui a permis de rallier beaucoup d'électorats du Midwest américain en 2016. Puis pendant ces 4 années, il a martelé ce discours-là, il a renégocié l'ALENA, comme on parlait plus tôt, il a déclenché une guerre commerciale avec la Chine, avec la promesse de ramener des emplois dans la région, ce qui n'a concrètement pas vraiment arrivé, ce qui ouvre potentiellement la porte à une reconsidération du vote pour plusieurs personnes en 2020. Donc, d'ailleurs, si on utilise les élections de mi-mandat en 2018, peut-être comme baromètre, un peu pour nous aider à comprendre cette importance-là de ces États-là, nous ont démontré qu'il y a peut-être une tendance justement à retourner vers le Parti démocrate parce que les démocrates ont repris les sièges de gouverneur du Wisconsin et du Michigan, en plus de prendre 15 sièges à la Chambre des représentants, mais aussi assurer la réélection de 4 de leurs sénateurs dans 4 de ces 5 États-là. Ce qui peut donner peut-être l'impression aussi que l'électorat tergiverse entre les deux partis, ou plutôt que les deux partis, en fait, ont du travail à faire et qu'il n'y en a aucun qui peut vraiment prendre pour acquis ces États clés-là. Puis, au niveau des stratégies des deux candidats, pour ce qui est du président Trump, là, peu importe le résultat de ses politiques commerciales, lui, il maintient son support finalement à l'électorat des ouvriers, des ouvrières blancs et blanches, en rappelant la réussite de sa renégociation de l'ALENA avec la CEUM. D'un autre côté aussi, après les manifestations et les émeutes à Minneapolis puis Kenosha, Trump joue beaucoup la carte de la loi et l'ordre sur cet électorat-là pour se rapprocher un peu de l'électorat des banlieues, stipulant que c'est lui le candidat qui peut empêcher que cette violence-là se transporte dans les banlieues américaines pour essayer d'aller rechercher ce vote-là. Puis du côté de Biden, justement pour lui rebâtir le fameux Blue Wall, c'est primordial s'il veut accéder à la Maison-Blanche. Il est natif de Scranton, en Pennsylvanie, puis il a remporté quand même un appui assez intéressant là, dans les primaires dans la région, ce qui semble bien positionné pour le 3 novembre si on se fait au sondage. Sa stratégie, par exemple, est un petit peu moins claire peut-être que Trump, mais au lendemain, justement, des émeutes de Kenosha et Minneapolis, là, il a beaucoup joué sur la mobilisation de la population afro-américaine de la région, ce qu'Obama, d'ailleurs, avait réussi à très bien faire en 2008 puis en 2012 en faisant sortir le vote. Puis c'est un électorat aussi qui est concentré dans les grandes villes de la Rust Belt dont on parlait plus tôt. Et puis, il semble aussi aller jouer sur le terrain de Trump en essayant de courtiser cet électorat, finalement, des travailleurs et des travailleuses blancs et blanches qui étaient historiquement acquis au parti pour peut-être essayer de créer une certaine coalition de personnes qui vont pouvoir aller voter massivement puis lui permettre de reprendre ces États-là à Trump. Puis finalement, le Midwest, ça démontre en fait que le Midwest est toujours primordial pour les deux candidats là, parce qu'ils ont besoin du poids de ces États-là s'ils aspirent gagner le 3 novembre prochain. Donc, ils ont besoin quand même de certains de ces États-là. Ils ne peuvent pas les oublier complètement. Merci, David. Et ça, encore une fois, c'est l'effet du fameux collège électoral. On ne fait pas campagne partout au pays. On fait campagne dans quelques régions où ça risque de se jouer. Et ça vaut pour les visites des candidats. Regardez où ils se rendent d'un jour à l'autre. Où est-ce qu'ils organisent leur rassemblement? Ce sont toujours ces États-là qui sont visés. Les dépenses électorales aussi, les publicités à la télévision. Il y a de très belles cartes qui ont été préparées par
par le New York Times, par le Washington Post. D'ailleurs, dans le guide qu'on met à votre disposition aujourd'hui, il y a toute une série aussi de liens, de sites à consulter si vous voulez aller plus loin là-dessus. Mais le Midwest, comme le dit David, est une région très, très importante. Et il y en a une autre, c'est le sud des États-Unis. Et Andréane Bissonnette et Julien Toureille se sont concentrés un petit peu plus sur le sud, qui est, curieusement, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas un champ de bataille électoral aussi crucial. Mais cette année, semble-t-il, les choses changent. Et donc, Andréane et Julien ont travaillé sur cette région. Andréane, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens à propos des électorats clés de cette région et aussi des États à surveiller le 3 novembre dans le sud des États-Unis. Oui, donc cette année, une surprise de 2020, si on veut, ce sont le nombre d'États clés dans le sud des États-Unis. Et pour vous les présenter, j'aimerais diviser en 2 temps. Donc d'abord, 3 États vraiment dits clés. Donc on a d'abord la Floride. Frédéric, tu en as parlé un petit peu plus tôt de l'importance de cet État-là. Et c'est un État qui est dit État pivot par excellence, qui a voté pour le parti qui a remporté les élections depuis de nombreuses années. Donc systématiquement, d'élection à l'autre, vote pour le gagnant, en fait. Et c'est un État qui a vraiment une division de l'électorat et une très grande diversité ethnoculturelle. Donc, on voit plusieurs zones distinctes en Floride. Le nord de l'État versus le sud de l'État, ce sont 2 dynamiques électorales différentes. On a également un axe autoroutier le long duquel on a les grandes villes de la Floride. Et dans ces villes-là, on voit davantage de vote pour le Parti démocrate, alors que tout ce qui est au nord de l'État vote davantage républicain. Et le caractère d'État pivot de cet État-là a fait en sorte que les 2 partis ont investi massivement. Donald Trump a notamment relocalisé sa résidence personnelle en Floride dans les dernières années, a fait de Mar-a-Lago une petite maison blanche du Sud. Et du côté de Biden, on va vraiment courtiser l'électorat portoricain parce que suite à l'ouragan Maria en 2017, on a vu vraiment un mouvement de population de portoricains vers la Floride et c'est un électorat qui est plutôt fâché là, par rapport à la réponse de Donald Trump des suites de cet ouragan-là. Un autre État qui est traditionnellement pivot dans le Sud, c'est la Caroline du Nord. Donc, la Caroline du Nord est un État qui est intéressant de regarder en termes de diversité interne de l'État parce que ça représente un changement démographique qui peut être observable dans d'autres États aux États-Unis également. Donc, on a un État où les villes et les banlieues sont de plus en plus diversifiées et démocrates et où les zones rurales sont de plus en plus blanches et républicaines. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en Caroline du Nord. Et dans cet État-là, on voit donc qu'il y a aussi une forte population jeune dans les 3 universités, donc dans le triangle universitaire en Caroline du Nord, et également une population afro-américaine. Donc, c'est beaucoup les enjeux de suppression du vote sont très présents et à l'avant-scène en Caroline du Nord. Le 3e État à mettre dans ces États pivots du Sud, c'est un nouveau, en fait, en 2020, c'est l'Arizona. Donc, en 2016, on sentait déjà que l'Arizona devenait de plus en plus compétitif. On avait vu Mme Clinton mettre énormément de temps, d'argent et de ressources dans cet État qui n'avait finalement pas tourné au bleu. Mais 2 ans plus tard, lors des élections de mi-mandat, la candidate démocrate a remporté le siège au Sénat. Et cette année, on voit que tant le candidat démocrate pour le 2e siège au Sénat que M. Biden mène dans les sondages dans un État qui traditionnellement était conservateur, mais qu'on voit que la part de la population latino-américaine, mais aussi l'électorat de 65 ans et plus, qui est échaudé par la réponse de M. Trump à la pandémie, constitue une base pour M. Biden et qui pourrait faire virer en fait l'Arizona au bleu. De l'autre côté, on a 2 États qui sont totalement une surprise dans le Sud de dire qu'ils ne sont pas des bastions républicains cette année, et c'est le Texas et la Géorgie. Donc, la Géorgie, on n'en avait pas parlé dans le guide parce que ça s'est vraiment fait très rapidement dans les dernières semaines, et ce matin, ça a été annoncé que la Géorgie est maintenant ce qu'on appelle un toss-up. Donc, en fait, que ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre le 3 novembre prochain. Et ce sont 2 États qui sont très diversifiés. En Géorgie, on a une forte population afro-américaine. Au Texas, 39 % de l'électorat est latino-américain. Mais ce sont 2 États qui sont marqués par de nombreuses méthodes de suppression du vote et donc qui risquent de rester républicains cette année, mais qui
sont deux lieux où on voit vraiment un changement démographique et comment le changement démographique aux États-Unis peut avoir une influence sur l'issue du vote. Donc, en changement démographique, on parle de mouvement de population à l'interne. On a remarqué au Texas une augmentation de la migration de la Californie vers le Texas, donc des idées plus libérales qui viennent changer le portrait idéologique de l'État, mais également la part de minorités ethnoculturelles dans l'électorat. Donc, ça fait ces 5 États-là font du Sud donc un lieu très intéressant cette année et pour les années à venir également. Et de l'autre côté de ta question, Frédéric, la question des électorats, j'en ai parlé un petit peu, les Latino-Américains et les Afro-Américains sont deux électorats traditionnellement qu'on regarde. D'une part, les Latino-Américains parce que leur poids électoral est grandissant élection après élection. Cette année, ils représentent 13,3 % de l'électorat. C'est la première minorité ethnoculturelle en termes de poids électoral. On dépasse pour la première fois les Afro-Américains. Mais c'est un électorat qui est surnommé le géant dormant parce qu'on a, malgré ce fort poids électoral, on a une participation électorale qui est anémique par rapport aux autres groupes de l'électorat. Restera à voir si 2020 sera finalement l'année où il se réveillera parce que 2018 a été une année où on a une augmentation de la participation de l'électorat latino-américain lors des élections de mi-mandat et on voit qu'il y a vraiment une tentative de mobilisation sur le terrain. On peut penser notamment à Beto O'Rourke, ancien candidat à l'investiture démocrate, qui a vraiment mis en place tout un programme de mobilisation de l'électorat latino-américain au Texas pour faire sortir le vote. Donc, on réalise du côté démocrate le potentiel de cet électorat-là, mais ce sera de voir est-ce qu'on est capable de parler d'enjeux qui viennent toucher l'électorat et est-ce qu'on peut minimiser les impacts des méthodes de suppression du vote. Deux autres électorats qui m'apparaissent intéressants à surveiller, et je vais conclure avec ce point-là. Julien et moi, on a identifié donc, les électrices et les républicains qui voteront pour Biden comme étant deux autres électorats à surveiller. Du côté des électrices, on voit que les femmes, en fait, depuis 1980, votent davantage que les hommes et sont de plus en plus actives politiquement. Et ce qui est intéressant cette année également, c'est le nombre de candidates qui se présentent à des postes électifs, qu'on parle du Sénat, de la Chambre des représentants, mais également au niveau des législatures d'État. Et on voit que les électrices dans les banlieues et dans les États clés du Midwest, dont David parlait, pourraient avoir un impact significatif en termes du gap de genre. Donc, le fait que les femmes votent davantage que les hommes et appuient davantage les partis démocrates que les hommes. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact tant dans le Midwest, mais aussi dans des luttes sénatoriales serrées. Donc, pour le Parti démocrate, c'est important pour regagner le contrôle du Sénat. Et de l'autre côté, on a donc tout l'électorat républicain contre Trump, donc qui pourrait être illustré là, vraiment par le Lincoln Project, qui est ce groupe d'action politique qui a été mis en place en décembre dernier et qui tente de mobiliser les électeurs républicains qui n'approuvent pas de la personnalité du président Trump et de ses politiques à soutenir la candidature de Biden pour avoir un changement au niveau de la gouvernance à Washington. Donc, ce sont 4 électorats à surveiller qui pourraient avoir un impact dans des États clés, tant dans les États du Sud que dans les États du Midwest. Et ce sera intéressant de voir donc, le Sud changer dans les prochaines élections et le mouvement démographique également. Merci, Andréane. Il y a un autre électorat clé dont on parle dans ce guide, c'est celui des électeurs et des électrices évangéliques blancs qui sont évidemment très présents dans le sud des États-Unis, qu'on appelle souvent la Bible Belt. Véronique Pronovo, tu nous parles de cet électorat dans le guide, un électorat qui fait partie de la base républicaine depuis la présidence de Ronald Reagan. Bon, George W. Bush a beaucoup misé avec succès sur cet électorat-là aussi pour sa réélection en 2004. Et plus près de nous, Donald Trump a reçu beaucoup d'appui, énormément d'appui auprès de ses électeurs et électrices. Qu'en est-il de 2020? Est-ce qu'après 4 années de Trump, les évangéliques blancs appuient toujours ce président? Sont-ils toujours au rendez-vous le 3 novembre? Eh bien, justement, pour faire du pouce sur ce qu'Andréane vient de dire, justement, c'est peut-être quelque chose qui ne bouge pas en ce moment dans le sud des États-Unis, cet appui envers Donald Trump qui semble à toute fin pratique indéfectible en ce moment de la part des évangéliques blancs, peut-être déjà nommés qui représentent entre 12 et 15 % de la population états-unienne et qu'aux élections de 2016, ils ont appuyé Donald Trump à la hauteur d'environ 80 %.
Et selon les récents sondages là, sur les intentions de vote, c'est à peu près le même pourcentage de ces évangéliques blancs qui comptent appuyer Donald Trump le 3 novembre prochain. Donc, pourquoi s'y intéresser si l'électorat, cette part de l'électorat est acquis au parti? Ben, d'abord, hein, le Parti républicain continue d'avoir besoin de leur appui, surtout dans le contexte actuel où est-ce que, quand même, hein, leur victoire est vraiment pas assurée, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des erreurs qui se reproduisent quand on essaie d'étudier ces mouvements-là et qu'on essaie de voir leur influence ou leur importance, en fait. D'abord, peut-être la première erreur qui est souvent faite quand on s'intéresse au conservatisme social aux États-Unis, c'est de croire que les évangéliques blancs, ce sont les seuls qui portent ces revendications et qui portent justement là, cette idéologie du conservatisme moral ou social. Il y a d'autres individus de d'autres dénominations religieuses, majoritairement chrétiennes, qui portent ce genre de discours. On a aussi vu au cours des dernières années l'émergence d'un mouvement qui se dit athée, mais qui appuie quand même les revendications, là, notamment, là, je pense au droit et à l'accès à l'avortement, qui vont quand même supporter les mêmes positions que les évangéliques blancs. Et donc, tous ces individus-là ne sont pas pris en compte dans le 12 à 15 % de départ et ils représenteraient donc un poids électoral probablement un peu plus important. Il faut aussi prendre en compte qu'outre ce noyau dur-là, il y a aussi d'autres individus qui sont en accord avec des revendications que je dirais morcelées, hein, qui sont mises de l'avant par cette fameuse coalition de la droite religieuse. Et encore une fois, je fais référence notamment là, au droit à l'avortement, où est-ce que certaines personnes vont être contre l'interdiction pure et dure, mais vont quand même être pour le fait d'imposer certaines restrictions. Donc, on va quand même essayer d'aller chercher et mobiliser cette part-là aussi de l'électorat là, dans cette grande coalition. Et elle est rarement prise en compte, justement, quand on parle des sondages ou qu'on parle, justement, là, de stratégie électorale. La deuxième erreur que je vois qui se reproduit souvent, c'est d'essayer d'analyser ou de comprendre l'influence ou l'importance de la droite religieuse en observant seulement les changements législatifs qui se produisent ou qui réussissent à mettre de l'avant. Ça nous amène malheureusement à minimiser leur impact. Et par exemple, là, il y a un enjeu sociopolitique qui est la polarisation des partis qui gagnerait à être analysé en lien avec les mouvements sociaux. Hein, notamment, on peut penser à l'institutionnalisation d'une part de ces mouvements sociaux-là, qui ont des positions très tranchées, notamment sur les libertés religieuses, sur la question de l'accès à l'avortement. Et donc, on se retrouve actuellement avec une surreprésentation de ces idées ultra-conservatrices à différents paliers de gouvernance. Là. Donc, on parle des échelles locales, des échelles de l'État et aussi du Congrès. Et donc, ils sont surreprésentés par rapport à leur présence dans la population. L'une des illustrations les plus évidentes là, de cette institutionnalisation-là, c'est évidemment la présence de Mike Pence, qui lui-même est issu de cette droite religieuse. Et donc, la stratégie politique de la droite religieuse dépasse largement le cadre législatif et le cadre politique même, j'aimerais dire. Ils ont une volonté de changer la culture, les valeurs et l'identité américaine en s'inscrivant à l'intérieur, oui, des institutions politiques, certainement, mais aussi judiciaires, culturelles. On peut même penser là, à des niveaux plus locaux, aux commissions scolaires même, où est-ce qu'ils commencent à investir tranquillement ces lieux-là. Et donc, comme mon collègue de l'Université Concordia, le professeur André Gagné, lui parle de dominionnisme, c'est-à-dire de la mise de l'avant d'un projet de société beaucoup plus global, en fait, qui est basé sur cette idéologie conservatrice sociale. Donc, c'est sûr que si on se limite à regarder les changements législatifs, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'un paquet d'initiatives, de discours et même d'acteurs là, qui contribuent à influencer et à faire avancer ce projet politique-là qui est de très longue haleine, on va se le dire. Donc, si je reviens à Trump et aux élections qui vont avoir lieu dans moins d'un mois, oui, cette élection-là est importante, mais bien qu'on sente là, une légère baisse dans l'appui des évangéliques blancs envers Trump au cours des dernières semaines, il faut voir au-delà du 3 novembre. Donc, ce matin, si je ne me trompe pas, c'était le début des auditions concernant la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, qui est elle-même issue de cette tendance conservatrice sociale. Et donc, il n'y a pas grand-chose que les démocrates peuvent faire pour stopper ce processus-là. De la même façon, Trump a aussi nommé un nombre impressionnant de juges à toutes les échelles judiciaires depuis le début de son mandat. Donc, l'élection ne changera pas nécessairement ce nouveau paysage judiciaire et il ne devrait pas non plus changer diamétralement le paysage en termes de gouvernance locale. Et là, je pense notamment aux shérifs, aux maires, aux conseils municipaux qui ont une influence qui est souvent sous-estimée. Donc, si la polarisation se poursuit, ça pourrait nuire au Parti républicain qui va perdre le centre et les modérés, surtout si on considère justement le poids démographique des évangéliques qui est en déclin, un lent déclin, mais un déclin certes, et l'accroissement de la diversité au sein de la population.
Et donc, le Parti républicain va vraiment avoir beaucoup de travail à faire là, pour reconquérir certains groupes démographiques de la population, sans quoi le fait de reposer sur le gerrymandering, la suppression du vote et les lacunes démocratiques liées au fonctionnement du collège électoral, ce ne sera plus suffisant là, pour les porter au pouvoir. Et donc, si tu me permets, pour conclure, Fred, en fait, j'ai vu dans la liste des participants en ligne en ce moment qu'il y a M. Louis Balthazar, un ami de longue date de la chaire Raoul Dandurand et un pionnier des études américaines au Québec. Et je voulais prendre juste quelques secondes pour le saluer, en fait. Merci, Véronique. Je n'avais pas vu que Louis Balthazar était là et je le salue aussi. Il a supervisé mes travaux à la maîtrise. Donc, ma mémoire de maîtrise, je l'ai fait avec Louis Balthazar. Et il est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Donc, je le salue aussi, puis je le remercie d'être avec nous. Et on va terminer ce tour de table avec Victor Bardou-Bourgeois, qui a écrit un texte sur l'effet de cette élection sur le Canada et sur le Québec. Il l'a écrit avec Christophe Cloutier-Roy, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est un texte dans lequel Christophe et Victor nous parlent de l'effet de l'élection sur la mise en œuvre de l'AEUMC, l'ASEUM, le nouvel accord de commerce entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, sur les tarifs aussi de Trump à l'égard du Canada dans le dossier, en fait, dans le secteur de l'aluminium. Donc, on aborde plein de choses dans ce texte-là, mais également l'effet du 3 novembre de cette élection-là sur les exportations d'hydroélectricité québécoises aux États-Unis. Et je pense que Victor s'est penché un petit peu plus spécifiquement sur ce thème-là. Victor, veux-tu nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Oui, merci Frédéric. Rapidement, dans le fond, moi, l'enjeu de l'hydroélectricité et de si on veut, là, des projets d'exportation d'hydroélectricité québécoise vers les États-Unis, c'est un peu un microcosme à la fois de la mobilisation politique aux États-Unis, mais aussi de si on veut, de la relation Canada-États-Unis à notre époque. Et donc, rapidement, cet enjeu-là, dans le fond, c'est la campagne électorale du 3 novembre et le scrutin du 3 novembre prochain, c'est surtout une occasion pour les opposants locaux au projet de ligne d'haute tension qui serviront à relier le Québec aux États-Unis, dans le fond, d'avoir de la visibilité, de faire valoir leurs arguments pour surtout tenter d'empêcher la construction de ces projets de ligne-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas super familiers avec cet enjeu-là précisément, il y a 2 projets de ligne sur la table. Donc, il y a le New England Clean Energy Connect qui relierait le Québec au Massachusetts, mais en passant par le Maine. Et c'est au Maine qu'il y a surtout des débats sur la construction de cette ligne-là. Et ensuite, il y aurait dans l'État de New York le Champlain-Hudson Power Express, qui est une ligne qui relierait le Québec à la ville de New York pour alimenter celle-ci en électricité. Et donc, c'est une opposition qui est très locale et souvent très éclectique. Vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est composé à la fois de groupes d'intérêt et de regroupements citoyens. Donc, dans les groupes d'intérêt, c'est une drôle d'alliance, si vous voulez, entre des groupes environnementaux, des groupes de la protection environnementaux et des conglomérats énergétiques, notamment gaziers, pétroliers et de charbon. Et il y a aussi, bien entendu, là-dedans, des groupes représentant les intérêts des Premières Nations qui s'opposent à la construction de ces projets-là, ou du moins sur des bases de la destruction environnementale qui en découle. Et aussi, vous avez des regroupements citoyens où est-ce que là, c'est à la fois des associations de pêcheurs qui veulent qu'on protège leurs ruisseaux, leurs étangs, leurs lacs, des groupes de plein air, et aussi beaucoup d'associations de petits propriétaires, en fait, des associations de propriétaires terriens qui veulent conserver dans une moindre mesure. Ils ne veulent pas que le paysage de leur propriété soit amoindri par la construction de pylônes électriques. Et leurs arguments sont vraiment orientés sur, si vous voulez, 2 lignes d'attaque, c'est-à-dire que vous avez d'un bord, il y a 2 axes, donc c'est l'axe environnemental puis l'axe économique. Donc, sur le plan environnemental, ce que les opposants vont contester, dans le fond, le fait que l'hydroélectricité devrait être considérée comme une énergie verte.
notamment sur la question, ce qu'on vous dit, c'est qu'en raison de la destruction d'écosystèmes marins et forestiers qu'engendre la construction des barrages hydroélectriques, mais aussi la destruction du paysage qu'engendre les constructions de ces lignes-là, il y a à se demander si c'est réellement une énergie qui nous aide à atteindre nos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment parce que il y a une quantité phénoménale de méthane qui est relâchée dans l'atmosphère en raison de cette destruction-là. D'autre part, sur les questions économiques, c'est là qu'il y a vraiment, si vous voulez, l'alliance entre les groupes environnementalistes, une alliance, si vous voulez, involontaire, mais du moins de fortune entre les groupes environnementalistes et les conglomérats énergétiques. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a un afflux d'énergie hydroélectrique sur le territoire du Nord-Est en provenance du Québec, cela risque d'avoir des impacts très négatifs sur le marché de l'énergie dans ces États-là, notamment sur les producteurs d'énergie verte et renouvelable comme l'éolien, le solaire, mais aussi, bien entendu, les producteurs d'énergie gazier, pétrolier. Et donc, on parle ici de perte d'emploi et de perte d'investissement. Et l'autre argument qui commence aussi à faire son bout de chemin, si vous voulez, c'est la question notamment, on parle de sécurité énergétique, c'est-à-dire que c'est un peu un argument protectionniste qui se met en place, mais ce qu'on va nous dire, c'est que est-ce que c'est une bonne idée de dépendre d'une nation étrangère pour s'approvisionner en électricité, ou du moins assurer notre approvisionnement en énergie. Et à ce niveau-là, surtout de groupes d'associations de producteurs d'énergie soulèvent cette question-là de plus en plus, ce qui, au fond, nous informe un peu sur une relation, du moins, il existerait, et cet enjeu-là le présente quand même assez bien. Il existe quand même une certaine méfiance aux États-Unis, du moins au niveau local, envers le Canada, envers le Québec et sur plusieurs enjeux, qu'ils soient commerciaux, mais dans ce cas-ci, c'est les importations d'hydroélectricité québécoises en sol américain. Évidemment, ces groupes-là sont actifs, ils se font entendre. Par contre, ce n'est pas nécessairement une opinion qui est tout à fait répandue à l'échelle de la population du Maine, mais on a clairement vu certains de ces acteurs très actifs sur la question. Par contre, ils ont perdu une bataille importante. Il devait y avoir une question référendaire sur les bulletins de vote le 3 novembre au Maine sur cette question spécifique du projet de ligne à haute tension, du projet NISEC, mais la Cour suprême de l'État a invalidé cette demande-là en disant que ça ne respectait pas la Constitution de l'État. Donc ça va être un enjeu intéressant à surveiller. Et il y a peut-être de bonnes nouvelles aussi pour ceux qui croient à ces projets-là, dans la mesure où, dans un contexte de pandémie, on va vouloir relancer l'économie de plusieurs États, et notamment l'économie du Maine, qui dépend beaucoup du tourisme. Notamment, il y a eu des pertes importantes l'été passé en raison de la pandémie. Bien, peut-être qu'il y aura un plus grand appétit pour des projets comme ceux-là, parce que la construction de ces lignes à haute tension implique, pendant la phase de construction, des demandes pour des travailleurs qui vont mener à bien ces projets-là. Donc, c'est un débat intéressant à surveiller. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des groupes assez actifs sur cette question-là, les groupes que Victor décrit un petit peu dans son texte. Donc, Andréane Bissonnette, Julie-Pierre Nadeau, Alexis Rapin, Véronique Pronovo, Daphné Saint-Louis-Ventura, Frédéric Verreau, David Dubé, Victor Bardot-Bourgeois. Merci pour ce premier tour de table. On va maintenant prendre quelques questions du public. Et là, il y en avait quelques-unes. Je vais juste retrouver ma liste de questions. Et je ne sais pas qui peut répondre aux questions, mais je vais les prendre une par une. Puis en fait, dites-moi là si vous voulez répondre. Il y a quelqu'un qui demande si, dans le cas d'une défaite de Donald Trump, si on risque d'assister à une forte mobilisation, voire à une radicalisation des mouvements de droite qu'on voit là, et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de leur part si jamais Donald Trump perd l'élection, et comment pourrait-il se mobiliser pour la suite des choses durant la période de transition qui mène à l'arrivée de M. Biden au pouvoir le 20 janvier prochain et même après? Quelqu'un veut se lancer là-dessus?
Personne? On n'ose pas? On reste peux y prudent? aller. Non, vas-y, Julie-Pierre. Brièvement, peut-être souligner que au-delà du contexte électoral, les mouvements d'extrême droite et les mouvements suprémacistes blancs sont sur le radar des services de renseignement américains et du département de sécurité intérieure depuis un moment déjà. Tant le FBI que le département de la sécurité intérieure a identifié que les mouvements suprémacistes et les milices qui commencent à se manifester davantage sont une des menaces principales à la sécurité des Américains en ce moment. Donc, c'est un mouvement qui est déjà surveillé, qui pourrait effectivement prendre de l'ampleur advenant une défaite de Donald Trump. On l'a vu à plusieurs reprises, le président interpeller directement ces milices-là. En ce moment, il y a un site d'ailleurs qui est la Trump Army, donc qui appelle les électeurs à aller surveiller notamment les bureaux de vote, surveiller le déroulement du vote. Donc, effectivement, c'est un message qui n'aide pas la situation, qui pourrait alimenter une certaine révolte advenant une défaite. Donc, pour l'instant, on reste dans l'hypothétique, mais pour ce qui est de comment ça pourrait être géré, il faut quand même, justement, ne pas oublier que c'est déjà sur le radar des autorités et donc ils sont probablement prêts à intervenir advenant une certaine révolte. Juste pour ajouter aussi à ce que Julie-Pierre disait, c'est ce matin, en fait, que l'État de New York avait annoncé que même au niveau local, il y a des mesures qui sont prises et les corps de police sont actuellement informés de ces risques-là. Donc, non seulement au niveau fédéral avec le FBI et les entités fédérales, mais même au niveau des États, il y a conscience de ces dynamiques-là et déjà des plans à cet effet. Véronique Pronovo voulait ajouter quelques mots, je pense. Véronique? Ben, en fait, peut-être dire qu'ils sont déjà mobilisés, ces groupes, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Le temps passe à une vitesse étrange dans ce cycle électoral. Donc, la Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, enfin, le FBI a réussi à détourner une tentative d'enlèvement, un complot, en fait, qui visait à l'enlever et à la séquestrer. Donc, on voit que ces groupes d'extrême droite, ces milices armées sont déjà actifs malheureusement sur le territoire américain. Et en fait, ce sera de voir comment le gouvernement, comment Donald Trump va finalement réagir à tout ça et est-ce qu'il va prendre la balle au bon pour justement pacifier un peu les choses. On sait que c'est pas nécessairement la tendance ou le ton qu'il adopte habituellement, mais donc ce sera de voir comment il va contribuer ou non en fait à alimenter et à ajouter de l'huile sur le feu finalement, un peu comme ce que Julie-Pierre disait. Mais donc dire que ces groupes-là sont déjà très actifs et qu'ils sont déjà formés aussi. Pour la plupart, à l'origine, ils se sont formés autour du 2e amendement, donc le droit à la protection des armes et la protection de sa vie. Et donc, c'était plutôt des personnes qui se réunissaient, qui discutaient, qui maniaient les armes et tout ça. Et éventuellement, les projets politiques, dans certains cas, se sont mis de l'avant. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de ces groupes et la politisation de plus en plus agressive de ces groupes. Merci beaucoup. On nous pose peut-être si je peux ajouter un dernier élément à la question qui est sûrement un élément assez important et inquiétant. En fait, c'est qu'il y a plusieurs enquêtes journalistiques dans les derniers mois ou dans les dernières années qui ont montré aussi que c'est des groupes qui sont très représentés au sein des forces de l'ordre, en fait, où il y a beaucoup de membres des forces de l'ordre, que ce soit dans les polices locales, mais également à l'échelon fédéral, qui dont les opinions se recoupent avec celles de ces groupes-là et qui jouent un peu sur les deux tableaux, si je peux dire. Donc, oui, on peut imaginer qu'advenant des problèmes majeurs, l'appareil de sécurité intérieure sera un peu réorienté vers ces groupes-là en particulier, mais il y a déjà une espèce d'infiltration, si je peux dire, au sein des membres des forces de l'ordre de la part de ces groupes-là. On avait d'ailleurs une autre question sur ces fameux groupes de sécurité républicains, donc vous avez un petit peu répondu à cette question. Beaucoup de questions sur les élections au Congrès dont je parlais tout à l'heure. Les gens demandent quelles sont les élections à surveiller. Est-ce que le Congrès pourrait
basculer du côté démocrate. Mais en fait, si on regarde le Congrès, je peux peut-être donner quelques éléments d'information puisque les auteurs de ce texte ne sont pas là aujourd'hui. Mais au Congrès, il y a deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Tous les sièges de la Chambre des représentants sont à pourvoir le 3 novembre. Donc, il y a des élections pour tous ces sièges. Les démocrates sont majoritaires à la Chambre et sont quand même en bonne position pour garder la majorité à la Chambre. C'est vraiment le Sénat qui est en jeu cette année. Au Sénat, en ce moment, bon, il y a 100 sénateurs, comme depuis un bon bout de temps, et il y a 53 républicains et 47 démocrates, ce qui veut dire que les démocrates ont besoin d'un gain net de 3 sièges au Sénat s'ils gagnent la présidentielle en plus. Parce que, bon, je ne veux pas trop aller loin là-dedans, mais si vous avez la Maison-Blanche, ben, le vice-président, Mme Harris, dans ce cas-ci, la vice-présidente, pourrait exercer son droit de vote au Sénat en cas d'égalité entre les deux partis au Sénat pour dénouer l'impasse. Donc, si les démocrates gagnent la présidentielle, Mme Harris peut jouer ce rôle. Ça veut dire que les démocrates ont besoin d'un gain net de 3 sièges au Sénat pour y parvenir. Est-ce que c'est possible? Ben, les pronostiqueurs pensent que c'est possible cette année, que c'est fort possible. Si Biden maintient l'avance qu'il a dans les sondages à l'heure actuelle, si le taux de participation des électeurs et électrices démocrates est fort, ben, ça va aider justement les candidats au Sénat parce que lorsque les gens vont voter, ils vont peut-être voter pour la présidentielle avant tout, mais ils en profitent à ce moment-là pour appuyer les démocrates sur le bulletin de vote, les autres démocrates sur le bulletin de vote. Je dirais que pour ce qui est du Sénat, il y a peut-être quatre élections à surveiller. Je vais aller rapidement. Celle en Arizona, où la républicaine Martha McSally est en difficulté. Celle en Caroline du Nord, où le sénateur républicain Thom Tillis est en difficulté. Au Colorado, où le sénateur républicain Cory Gardner est en difficulté. Et plus près de nous, on parlait du Maine tout à l'heure, il y a une élection fort intéressante au Maine, où la sénatrice républicaine Susan Collins pourrait perdre son siège. Les démocrates sont en difficulté dans une autre élection, tout ça, mais ce qu'on constate, c'est que les républicains ont plus de territoires où ils sont susceptibles de perdre des sièges là, à défendre. Et les républicains détiennent plus de sièges que les démocrates parmi ceux qui sont en élection cette année. Il y a 35 élections au Sénat. On renouvelle les sièges du Sénat ainsi. Un tiers des sièges du Sénat est renouvelé à tous les 2 ans. Cette année, ça donne 35 élections, mais les républicains doivent défendre, je pense, 23 de ces sièges-là, si ma mémoire est bonne. Donc, plus de chances, plus de territoires où les démocrates peuvent faire des gains. Et c'est important, j'y reviens, on l'a dit tantôt, les promesses de Biden, c'est bien beau. Il peut gouverner par décret présidentiel sur certaines questions, mais le Congrès adopte les lois fédérales, adopte les budgets aussi fédéraux. Et c'est ce qui explique pourquoi Trump a eu parfois de la difficulté à aller de l'avant avec certains de ses projets, notamment le mur américano-mexicain, où la Chambre démocrate ne voulait pas lui donner les fonds nécessaires pour continuer ce projet-là. Donc, et dans le guide, il y a un beau texte sur ces élections à surveiller si ça vous intéresse. On va y aller avec une autre question. Je m'excuse, j'ai fait 3-4 choses en même temps. Fred, pendant que tu regardes pour la prochaine question, est-ce que je peux ajouter un petit peu sur le Sénat? Parce que moi, c'est quelque chose que je regarde en termes de représentation des femmes au niveau du Congrès. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année, 8 des 26 sièges actuellement détenus par des sénatrices sont en réélection. Et que, bien que Martha McSally est en difficulté en Arizona, on a un autre siège vacant au niveau du Parti républicain, donc au Wyoming, où ce sont 2 femmes qui se représentent. Donc, il y aurait potentiellement là, un bilan neutre au niveau de la représentation des femmes. Donc, on ne perdrait pas les acquis qu'on a faits en 2018, alors qu'on parlait de l'année des femmes et où il y a eu vraiment des gains en termes de représentation au niveau du Sénat comme de la Chambre des représentants. Donc, c'est quelque chose qui est tout de même intéressant. Là, parmi toutes les courses à suivre, il n'y aurait pas cette perte de représentativité. Les autres candidates qui sont plus en difficulté, on peut penser à Collins au Maine, mais aussi à Joni Ernst en Iowa. Ce sont des sièges où il y a 2 candidates, en fait, donc tant le côté républicain que le côté démocrate. On a parlé de la nomination de la juge Barrett à la Cour suprême. En liant cette réflexion-là à l'importance du vote des évangéliques, on nous pose une question un peu différente ici. Est-ce que cet enjeu-là risque de motiver un petit peu plus les électeurs et électrices républicains ou démocrates? Ou est-ce que finalement, il y aura une mobilisation de la part des 2 électorats? Quelques réflexions là-dessus?
Est-ce que Je peux y aller, Frédéric, si tu veux, pour commencer. Non, vas-y. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations là, à ce sujet-là. Les collègues pourront compléter. Ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que la question de l'avortement est constamment remise de l'avant, mais seulement par la droite, donc par les partis qui sont plus conservateurs, et dans le cas présent aux États-Unis, par le Parti républicain. Et donc, c'est vraiment à son avantage de ramener ces questions-là, puisque c'est des questions qui mobilisent la base électorale, évidemment, et qui va faire sortir le vote, puisque ce sont des questions qui touchent des valeurs qui sont intrinsèques et donc qui ont un bagage émotionnel un peu là, qui vient toucher tout ça. Du côté des démocrates, rarement, sauf peut-être du côté des femmes, la question de l'avortement représente une priorité électorale ou un enjeu sur lequel on va vraiment voter. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ce sont les républicains qui gagnent le plus à ramener cette question. Et c'est probablement la raison pourquoi ils se forcent à vraiment confirmer la nomination de Mme Barrett d'ici aux élections. Quelqu'un d'autre là-dessus? Je peux ajouter peut-être un peu sur la question de si ça mobilise les démocrates ou les républicains. Si on regarde le financement en ce moment, nouvelle qui est sortie il y a deux jours, ça semble motiver les démocrates parce que l'opposition à Lindsey Graham, qui est en ce moment le président de la commission judiciaire, ça a forcé le financement. En fait, on a un record de financement chez les démocrates en Caroline du Sud. Donc, on sent qu'il y a quand même un mouvement de frustration de cette décision-là des républicains d'aller de l'avant avec la nomination. Et là, ça met en danger, en fait, des sénateurs qui n'étaient peut-être pas vraiment en danger au début de ce cycle électoral. On pense, comme je le disais, à Lindsey Graham, mais aussi à Mitch McConnell, qui est au Kentucky. Donc, c'est à voir comment les audiences vont se dérouler. Ça a lieu toute la semaine, mais on sent qu'il y a quand même une frustration et que c'est peut-être pas au niveau des courses qui étaient déjà serrées, mais c'est au niveau des courses qu'on pensait qui étaient acquises du côté républicain où ça pourrait faire mal parce que là, il y a une mobilisation importante des démocrates dans ces États-là pour déloger les gens qui sont peut-être à la tête de cette décision et de la démarche actuelle des républicains. Merci beaucoup. Frédéric Véro, une question sur les grands électeurs. Est-ce qu'ils sont tenus de respecter le vote populaire dans leur État? Et on nous demande aussi quel est le délai pour transmettre leur décision. Oui, donc en principe, comme les pères fondateurs, lorsqu'ils ont imaginé le collège électoral, eh bien, les grands électeurs avaient une certaine latitude pour décider pour quel candidat ils allaient voter. Donc, comme je le disais, pour établir une espèce de rempart entre la volonté populaire et l'élection d'un candidat présidentiel. Donc, en ce sens, il y a eu très peu de fois dans l'histoire américaine où on a eu un grand électeur qui aurait voté contre la volonté du peuple. On en dénombre 157 de ces faithless electors, donc les électeurs qui ont changé d'idée, disons. Et donc, ils ne sont pas nécessairement obligés de le faire. Dans 21 États, on n'a aucune loi qui les oblige à voter pour le candidat auquel ils... Par contre, dans 29 États, plus le district de Columbia, il y a des lois pour en fait les punir si jamais ils vont à l'encontre de la volonté populaire, et on les punit notamment par des délits mineurs ou des amendes financières. Ensuite, on parlait de à quel moment, en fait, les grands électeurs doivent voter. Donc, le soir du 3 novembre, on va établir les listes officielles de grands électeurs par État. Et puis, dans chaque État, ces grands électeurs-là vont se rencontrer. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est le 6 décembre, ou en tout cas une date début décembre. Ils vont se rencontrer dans la capitale de leur État respectif et vont passer au vote. Et puis, c'est finalement le 6 janvier suivant, lorsqu'on a le nouveau congrès qui entre en fonction. On va dépouiller les urnes des grands électeurs pour, en fait, officialiser le candidat gagnant à la présidentielle. Ce qui m'amène à vous dire que dans le cas où on arriverait à égalité avec le collège électoral, 270 à 270, eh bien, ce serait ce nouveau congrès qui voterait pour le président. Donc, ce serait en fait la Chambre des représentants, la nouvelle Chambre des représentants qui voterait pour le président. Merci, Freda. Vous voyez, je fais plusieurs choses en même temps. Il y a même des gens qui me textent
en me disant c'est le 14 décembre au lieu du 6 décembre, quelque chose comme ça. Et la personne, c'est Elisabeth Vallet, que vous connaissez très bien, c'est la raison pour laquelle je le mentionne. Elle qui vient de publier, donc elle s'est rafraîchie la mémoire récemment, la plus récente édition de son ouvrage sur les élections américaines. Mais Fred et Fred ont beaucoup de difficultés avec les dates, donc heureusement qu'Elisabeth était là pour nous rappeler que c'est le 14 au lieu du 6. Mais effectivement, le mécanisme, en fait, la mécanique est bien celle que tu as décrite. Un système qui n'est pas toujours simple à comprendre, mais il y a un petit texte dans le guide qui peut vous permettre d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Et on a encore le temps peut-être pour quelques questions. Je vous en pose une sur ce thème. Je vous la lance là littéralement. Dans le contexte des tensions raciales qui ont refait surface au cours des derniers mois, on serait tenté de penser qu'il y aura une mobilisation et une participation plus grande de l'électorat afro-américain lors de cette élection. Croyez-vous que ce sera le cas et est-ce que cela peut influencer significativement les résultats? Je peux me lancer en premier, ayant travaillé sur les électorats avec Julien Tourelle. Puis, effectivement, c'est un des enjeux qui est prédominant lorsqu'on regarde les enjeux qui touchent l'électorat. Et Daphné en a parlé également par le texte qu'elle a coécrit avec Mathilde. C'est un des éléments qui, effectivement, mobilise l'électorat afro-américain, mais également d'autres électorats, parce qu'on a vu avec les mobilisations associées aux tensions raciales dans les derniers mois que pour une des premières fois, ce n'était pas une mobilisation qui était strictement afro-américaine, mais qu'il y avait une coalition aux États-Unis pour demander des réformes, notamment en termes de avec la police. C'est un des éléments donc, qui peut mobiliser le vote. Mais de l'autre côté, on a déjà au niveau des Afro-Américains une participation électorale plus grande que d'autres groupes, donc qui votent plus que d'autres communautés ethnoculturelles. Et on a aussi la question de la suppression des votes. Donc, si vous avez suivi un petit peu en fin de semaine, la Géorgie a ouvert le vote par anticipation. Il y avait des files dans certains bureaux de vote qui allaient. Les gens disaient qu'ils avaient attendu pendant 11 heures pour enregistrer leur vote. Donc, c'est énorme en termes d'attente pour voter. Et ça, c'est un des éléments qui peut entraîner là, une diminution de la participation, non pas parce que les électeurs ne veulent pas sortir, mais parce qu'il y a des mécanismes en place qui restreignent l'accessibilité au vote. Et un autre élément qui est intéressant à souligner, en Caroline du Nord, où il y a aussi une forte population afro-américaine, les bulletins de vote par anticipation des Afro-Américains sont rejetés beaucoup plus souvent que les bulletins de vote par anticipation des Américains blancs. Donc, il y a ces dynamiques-là qui pourraient entraver la participation accrue des communautés ethnoculturelles. Merci beaucoup. Pour rebondir sur oui, Alexis, bien sûr. Un autre élément intéressant aussi, c'est que une bonne partie des protestations contre les violences policières qui a eu lieu dans les derniers mois se sont focalisées sur le Midwest. Minneapolis au Minnesota, Kenosha au Wisconsin, il y en a eu d'autres à Wauwatosa au Wisconsin la semaine dernière. Et ça, c'est un élément intéressant parce que, on sait qu'il y a des assez grosses communautés afro-américaines dans les grandes villes du Midwest, notamment à Détroit, notamment à Cleveland, à Milwaukee, etc. Et c'est pas anodin vis-à-vis de l'élection parce qu'on sait que dans plusieurs de ces États-là, en 2016, Hillary Clinton a perdu avec des petites marges. On parle de marges de 10 000, 20 000, parfois 40 000 votes, mais enfin, ça reste pas des très, très grosses marges de défaite compte tenu de la taille de ces États-là. Donc, ça veut dire que pour les démocrates cette année, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un gros regain de mobilisation pour reprendre ces États-là. Et à nouveau, si on reprend les chiffres de 2016, on voit que dans le déficit de mobilisation dont a été victime Hillary Clinton dans le Midwest, la communauté afro-américaine figurait en bonne place. Il y a beaucoup de gens beaucoup d'Afro-Américains qui avaient soutenu Barack Obama en 2008 et 2012, qui n'ont pas nécessairement voulu aller voter en faveur d'Hillary Clinton en 2016. Donc, on peut peut-être escompter que les protestations des derniers mois ont remobilisé un peu cet électorat et peuvent apporter aux démocrates le petit regain de mobilisation dont ils ont besoin pour reprendre des États comme le Wisconsin ou le Michigan, par exemple. Je vois que le temps file, donc j'ai presque envie de vous dire que c'était le mot de la fin.
Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde en ligne. Je vous rappelle que le guide des élections américaines dont on a parlé aujourd'hui sera bientôt disponible sur le site de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.uqam.ca. Donc, vous avez eu aujourd'hui un avant-goût de ce qu'on retrouve dans ce guide. Il y a des cartes électorales qui insistent sur les élections à surveiller au Sénat. Il y a des cartes qui vous permettent de connaître les états clés de l'élection. Il y a une liste de liens à consulter si vous voulez aller plus loin et des textes de 1200 mots à peu près sur chacun des thèmes dont on a parlé aujourd'hui. Donc, 14 auteurs-autrices, beaucoup de matériel, mais je dirais que c'est un guide à garder sous la main jusqu'au 3 novembre et on souhaite qu'il sera utile, qu'il vous aidera à mieux comprendre ce système électoral qui est un petit peu déroutant parfois. Pas toujours simple à comprendre. Je vous invite aussi à consulter notre site Internet si vous voulez vous inscrire à nos prochaines activités de la campagne électorale américaine. Je vous rappelle qu'on tient plusieurs tables rondes en ligne durant cette saison électorale. Le prochain rendez-vous, ce n'est pas cette semaine, le 15 octobre, où il devait y avoir un débat entre M. Trump et Biden. On le sait, ce débat a été annulé, mais en principe, il y a un prochain débat le 22 octobre prochain. Ça, c'est jeudi prochain. Jeudi la semaine d'après, à partir de 20 h. Donc, c'est comme d'habitude, l'inscription, c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur notre site Internet. Il y aura une table ronde pré-débat, activité de visionnement du débat, petit retour sur le débat avec certains de nos chercheurs. Je vous invite aussi à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Vous pouvez également vous abonner au Balado de la chaire qui paraît chaque semaine sur vos plateformes préférées, Apple, Balado Québec, Spotify et tout ça. Donc, je remercie encore une fois nos conférenciers et conférencières. Je vous remercie pour vos excellentes questions et ce n'est qu'un au revoir parce qu'on n'a pas fini d'en parler, c'est sûr. Et il y aura une soirée électorale aussi le 3 novembre. Allez voir sur notre site Internet, toute l'information est là. Merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon après-midi, un bon mardi. À bientôt.